Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Média TV. Nous sommes heureux avec toute l'équipe de vous retrouver pour ce premier numéro du débrief, votre nouveau rendez-vous avec l'actualité nationale et internationale. Et ce soir, on part aux États-Unis. C'est là-bas, dans 2 semaines, le 8 novembre prochain, que les électeurs devront voter pour élire leur 45e président. Alors qui de Hillary Clinton, la candidate démocrate que tous les sondages donnent gagnante, ou de Donald Trump, dont la candidature il y a encore un an prêtait largement à sourire, remportera ces élections? D'ores et déjà, ce que l'on peut dire, quelle que soit l'issue du vote, c'est que ces élections auront suscité beaucoup de polémiques, beaucoup de débats et aussi beaucoup de tensions. Ce soir, nous revenons avec vous sur les temps forts de cette campagne, sur les profils des candidats et sur leurs programmes, mais aussi et surtout sur l'impact en termes géopolitiques de ces élections américaines. Pour en parler avec nous ce soir, on reçoit le professeur Germouni. Monsieur Germouni, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes professeur honoraire aux universités Mohamed V et Hassan II. Vous êtes également chroniqueur à l'Économiste. Et j'ai avec moi votre dernier ouvrage, le dernier livre que vous avez commis, Le protectorat français au Maroc, aux éditions L'Harmattan, qui est disponible dans toutes les bonnes librairies. Merci d'être avec nous. Et monsieur Oualalou, bonsoir monsieur Lalou, vous êtes le vice-président de l'Institut marocain des relations internationales de l'IMRI. Merci d'être là. Avant de vous donner la parole et de commencer le débat, je vous propose un retour en images sur cette campagne électorale américaine, un retour signé Manel El-Akhdari. À J-14 du jour de l'élection présidentielle, les États-Unis retiennent leur souffle. Dans les sondages, c'est Hillary Clinton qui décolle. Elle a obtenu 50% des intentions de vote contre seulement 38% pour Donald Trump dans l'enquête d'opinion publiée hier par ABC News. Le site Real Clear Politics, qui reprend la moyenne des sondages réalisés par les médias américains, confère une marge de 6 points à la candidate démocrate par rapport à son rival, Trump, qui n'a pas tiré bénéfice des 3 débats télévisés. Les médias qualifient souvent le milliardaire américain de provocateur, décliniste et agressif. Il promet 6 mesures pour nettoyer Washington pour rester fidèle à ses propos. Limitation des mandats du Congrès, gel des embauches dans l'administration, réduction des réglementations fédérales, durcissement des conditions de passage du public au privé. Il prévoit également d'annuler les décrets présidentiels d'Obama et de supprimer les fonds fédéraux aux villes qui ne contrôlent pas assez les immigrants illégaux. Donald Trump promet de se présenter devant le Congrès pour adopter plusieurs réformes. Baisse d'impôts généralisée, pénalisation des entreprises qui délocalisent les emplois et lancement d'un plan de rénovation des infrastructures. Hillary Clinton, elle, met l'accent sur l'accès à l'éducation, à la santé, mais aussi sur les droits des femmes et des minorités. Elle promet l'université gratuite pour les étudiants les moins aisés ou encore une école possible à partir de 4 ans, sans oublier le fameux congé maternité payé de 12 semaines. Depuis le début de la campagne électorale, Hillary Clinton fait de son mieux pour mettre en valeur son expérience politique. Mais l'enjeu de l'élection du nouveau président des États-Unis dépasse ses frontières. Le conflit syrien figure en tête des dossiers brûlants, sans oublier la relation avec la Russie et l'accord sur le nucléaire iranien, moment phare de l'administration Obama et que Trump s'est juré de faire annuler. Alors, on va revenir sur les différents aspects qui ont été évoqués dans ce reportage, mais d'abord un petit point sur les derniers sondages. L'un d'entre eux a été cité, c'est celui de ABC News qui a été publié hier et qui donne Hillary Clinton gagnante avec 50% des intentions de vote. C'est son score le plus élevé depuis le début de la campagne. Est-ce que vous avez un commentaire à faire sur ce sondage? Est-ce qu'il est étonnant? Est-ce qu'on peut dire qu'elle a dominé cette campagne? Je crois qu'il faut être extrêmement prudent, comme vous le savez, tout le temps vis-à-vis des sondages. Et ce n'est pas le cas uniquement des États-Unis. Toutes les campagnes électorales réservent leurs surprises. Et les résultats ne sont jamais connus. Et encore moins, les sondages ne font office, j'allais dire, du peuple américain. Mais ils donnent des tendances. Cette tendance qui a été tout à fait marquante, elle a été à un certain moment très ténue. Et il y avait même une période, je crois juste après le premier débat, absolument, tout le monde pensait éventuellement qu'il y avait, mais quoi qu'il en soit, j'allais dire, l'attitude des sondés, puisque c'est de eux qu'il s'agit, a été relativement quand même une certaine réticence vis-à-vis des deux. C'est ça le plus étonnant dans le cadre de cette campagne électorale, c'est qu'il y a
une attitude qui est relativement assez insolite, assez curieuse, mais pas de repoussoir à proprement parler, où vous avez éventuellement quelques radicaux dans tel ou tel, mais j'allais dire tout le marais qui se déclarera très vraisemblablement, eh ben, ce sont ces gens-là, je crois qu'ils n'ont pas été sondés à proprement parler. Alors, si je puis me permettre, il faut savoir raison garder, mais bien entendu, il y a une tendance de fond qui est en train vraisemblablement de se manifester, et on est au dernier jour. Monsieur Oualalou, on reste prudent sur les sondages, mais est-ce que vous diriez qu'Hillary Clinton a quand même dominé cette campagne? À vrai dire, non. Puisque après les 3 débats télévisés, surtout le dernier du 20 octobre... L'écart s'est réduit. L'écart s'est réduit, bien sûr. C'est un duel entre 2 candidats, l'un conservateur, populiste, dira-t-on, de M. Donald Trump, et pour la première fois, une femme américaine qui dépasse le cap des primaires. C'est Mme Hillary Clinton, ancienne sénateur et ancien secrétaire d'État avec Obama. Et je pense que les sondages qui sont diffusés ici et là, que ce soit des instituts privés ou des instituts publics, puisque les sondages constituent quand même un outil très important pour avoir la température de cette campagne électorale, mais aussi même pour les candidats. C'est un moyen de revoir leur message, de revoir leur discours et de revoir leurs thèmes et leurs priorités. Donc les sondages, c'est très important pour la campagne électorale aux États-Unis. On parle de 12 points d'avance pour Hillary Clinton. Le lendemain, on parle de 6. Donc je pense qu'il faut être très prudent pour les sondages. Et je pense que le duel va être très serré, et tout le monde suit avec intérêt ces élections pour le grand pays du monde, la grande puissance économique, militaire et nucléaire. Donc tout le monde attend ces résultats du 8 novembre prochain. Alors, vous l'avez dit, il y a eu un écart qui s'est réduit entre le premier et le dernier débat. Juste pour rappel, après le premier débat du 26 septembre, Hillary Clinton recueillait 62% d'approbation contre 27% pour Donald Trump. Et lors du dernier, le 19 octobre dernier, elle était à 52%. Elle a donc perdu 10 points. Est-ce qu'on peut encore avoir des surprises lors du vote, notamment dans ce qu'on appelle les swing states, ces États qui ne sont jamais acquis à un camp ou à l'autre? Est-ce qu'on peut avoir encore des surprises qui expliquent l'offensive des 2 candidats ces derniers jours sur ces États clés? C'est la complexité du scrutin américain qui fait qu'on pourrait éventuellement penser que c'est une élection qui se mène au niveau fédéral, mais elle se mène par différents États. Ce sont les États qui, à proprement parler, sont concernés. Et donc, il y a des États qui sont moins gagnés, j'allais dire, par l'un ou l'autre. Et c'est ce qui fait que, d'ailleurs, tout ce qu'ils font actuellement, d'après ce que j'ai cru comprendre, c'est que l'un comme l'autre sont en train d'y aller, etc., comme l'Ohio, etc. Mais il y a des États qui pourtant sont acquis, comme le Texas, qui est traditionnellement acquis aux républicains, mais où Donald Trump, aujourd'hui, a une très faible avance. C'est-à-dire, c'est toujours, j'allais dire, en fin de compte, ce que les sondages sont en train de montrer, bien, ce sont un certain nombre d'indicateurs. Mais ce qu'il y a, c'est que, j'allais dire, au fin fond, il est très vraisemblable quand même qu'il y ait des attitudes, parce que, tenez-vous bien, sur un certain nombre de thèmes, il est curieux, et c'est ce qui fait que c'est une campagne qui a été relativement très dure, il faut bien le dire. Et comment il a été dur? Il l'a été davantage depuis les primaires, et il a continué et s'est poursuivi dans des débats qui n'étaient pas des débats, c'était véritablement des batailles. Et des batailles rangées autour de thèmes qui étaient tout à fait personnels. Donc, ce qui fait qu'il y a une sorte, j'allais dire, de coupure, une rupture qu'on n'a jamais constatée, enfin, à mon humble avis, au niveau d'un scrutin du genre. Donc, ce qui fait que les swing states, un certain nombre d'États qui peuvent éventuellement basculer, on parle même, par exemple, que les dirigeants
du Parti républicain se sont désolidarisés, à Absolument. les comprendre. Donc ça voudrait dire quelque chose. Et mais des électorats traditionnels comme les Mormons, par exemple, qui sont traditionnellement aussi républicains, il y a- mais pour qui Trump n'aime pas assez l'autre, puisque dans leur croyance, il faut respecter son prochain. Ils trouvent qu'il ne le respecte pas assez. Et donc tous ces électorats sont en train de quitter le camp républicain. Ce sont des choses sur républicain, lesquelles nous n'avons pas proprement parlé, j'allais dire, de grandes certitudes. Ce sont un certain nombre de supputations, un certain nombre de commentaires, et les médias, quand même, font leur travail. Mais quoi qu'il en soit, je crois, encore une fois, disons, le commentaire qu'on peut faire un peu de loin, c'est qu'il y a lieu véritablement d'être prudent parce que ça peut réserver quelques surprises. Et en plus, comme vous le savez, c'est le deuxième point, c'est que c'est au niveau des grands électeurs que ça se décide. Alors ces grands électeurs vont-ils rester, vont-ils basculer? Tout le problème est là. Alors, qu'est-ce qui pourrait les faire basculer, par exemple, au cours des derniers jours? Je pense qu'il faut aussi rappeler à tous ceux et à toutes celles qui suivent ce débat que le système électoral américain est complexe. Très complexe. Très complexe. Pour le comprendre et pour l'assimiler, c'est pas facile, puisque depuis la ratification de la Constitution américaine 1788, qui a opté pour la démocratie représentative, et le président des États-Unis est élu par un collège de 538 grands électeurs. Donc c'est un scrutin qui est indirect. Ce n'est pas comme pour d'autres pays démocratiques comme la France, où c'est le citoyen qui vote directement pour son président. Aux États-Unis, ce sont des grands électeurs qui viennent des 50 États. Et ça, c'est sur la base du nombre d'habitants, de la population, du nombre de sénateurs par État, etc. Donc c'est toute une structure électorale qui fait qu'il faut s'attendre à des surprises, même dans des États. Je voudrais aussi dire que 4 États qui sont considérés comme des États acquis pour les républicains. La Caroline du Nord, l'Ohio, Nevada et la Floride. Et c'est pour cela que Mme Hillary Clinton va dans ces républiques. Et où le président actuel Barack Obama lui a apporté son soutien. Les votes sont très disputés entre les deux candidats. Donc chacun va essayer de pénétrer dans les États où il y a peu de chances. Oui, c'est ces États clés que nous évoquions tout à l'heure. La stratégie de Hillary Clinton, c'est pour avoir les votes là où Trump a des grands électeurs pour lui. Je pense qu'il faut voir les choses dans leur complexité, mais on va essayer de vulgariser, d'expliquer et de simplifier ce système électoral, sachant très bien que le président des États-Unis est élu pour 4 ans, 2 mandats au maximum. Le Congrès qui est constitué par la Chambre des représentants et par le Sénat joue un rôle très important dans la décision politique. De la majorité et le président des États-Unis n'a pas tous les pouvoirs. Il peut être mis en minorité devant. Absolument. Alors on va pas refaire la structure politique institutionnelle. Mais merci d'avoir fait ce rappel, Monsieur Oualalou. Vous avez évoqué tout à l'heure, Monsieur Germouni, un aspect intéressant quand vous avez évoqué le fait que il s'agissait peut-être dans cette élection d'un vote de contestation plutôt que d'adhésion. Est-ce que vous pensez que les deux candidats en fait, recueillent les votes de ceux qui sont anti-establishment, qui Trump à sa manière, parce que c'est l'anti-establishment, parce que c'est les gens fatigués de la mondialisation, de l'immigration, Hillary Clinton, parce que c'est les gens qui ne veulent pas voter pour Donald Trump, qui vont se reporter sur Hillary Clinton. Est-ce que c'est des votes par défaut chez les deux? C'est quand même très, j'allais dire, assez caractéristique quand même de cette campagne qui a été menée pour... On a suivi éventuellement, j'allais dire, le dernier débat qui s'est tenu à l'université de Las Vegas. Ben, c'était quand même assez curieux. C'était la première fois où éventuellement un futur candidat à la présidence des États-Unis dit que peut-être qu'il ne reconnaîtra pas, j'allais dire en fin de compte, le résultat final. Il a été très sanctionné. Je vais pas reciter. Vous n'aimez pas les sondages, mais 65% des Américains l'ont désapprouvé très fortement sur cette phrase. Je dis que c'est une attitude qui est tout à fait nouvelle.
Alors que généralement, il y a un consensus quand on se rappelle la situation de M. Bush et de M. Al Gore, et qui, sur la base même d'un décompte qui a laissé quelques bulletins, eh bien, disons, ça a été passé aux républicains et tout ça s'est passé d'une façon tout à fait pacifique. Or là, tout le suspense, comme il l'a dit d'ailleurs, enfin, M. Trump, c'est, disons, doit être jusqu'à la fin. Vous dites que c'est une situation nouvelle, mais est-ce que ce n'est pas le phénomène en lui-même, le phénomène Trump qui est nouveau? Non, je dis en fin de compte, même les primaires au niveau démocrate, ça n'a pas été tout à fait facile, il faut bien en convenir. Absolument. Et jusqu'à preuve du contraire, Mme Clinton souhaiterait éventuellement que les suffrages qui s'étaient prononcés sur Bernie Sanders puissent l'être. Mais est-ce que véritablement ces reports vont s'effectuer? Bien, on n'en sait pas beaucoup. En le disant, c'est souhaitable, c'est ce que, disons, la tendance. Est-ce que les femmes vont voter pour, disons, Mme Clinton? C'est également une autre question. Est-ce que véritablement... Aujourd'hui, 57% d'entre elles se disent favorables à Hillary Clinton. Et moi, je dis, voilà... Je vous embêterai avec les sondages. Non, je dis, en fin de compte, tout ceci est peut-être relativement intéressant, mais il y a lieu de le prendre avec prudence, objectivité. Si c'est le cas, c'est tant mieux. Est-ce que vraiment la communauté afro-américaine a également le vote? Ce qui fait que tous les indécis, les jeunes en particulier, est-ce qu'ils vont prendre part? Et parce que c'est le camp des abstentionnistes qui est aussi le plus important. Et comme je le disais il y a quelques instants, les élections se déroulent et l'appareil électoral se déroule au niveau des États. Ce n'est pas au niveau fédéral. Donc, ce qui fait que chaque État a ses particularismes. Voilà. Monsieur Oualalou, une réaction? Aussi, il faut dire que, historiquement, le taux de participation aux États-Unis pour ces élections présidentielles varie entre 45 et 50%. Et en général, ce sont les indécis qui représentent à peu près entre 7 et 10% de l'électorat, pour un pays de 350 millions d'habitants. Donc vous avez quand même une frange de cette population qui est indécise et que on ne sait pas comment elle va voter à la dernière minute. C'est pour cela que les sondages sont très importants pour les candidats, mais aussi pour les citoyens et les citoyennes qui sont là et qui doivent choisir au niveau de leurs États à travers les grands électeurs. Il y a le lobby juif. D'habitude, ils votent pour les démocrates. Mais on a vu que l'autre candidat, Donald Trump, essaie aussi d'avoir ce lobby juif, puisqu'il insiste beaucoup sur les relations stratégiques entre les États-Unis et Israël. On va en parler dans le volet géopolitique. Mais chacun essaie de chercher des atouts et aussi des voix au niveau des franco-américains, des hispaniques, des musulmans, des anciens d'origine arabe, et ils sont nombreux, du Pakistan, des Asiatiques. Des minorités, en un mot, des minorités. Ce sont les minorités qui peuvent aussi faire balancer les pourcentages au niveau des sondages, mais aussi au niveau du vote. Donc, il faut s'attendre à des surprises, et je pense que c'est là, les 15 jours qui restent pour cette campagne électorale seront des jours décisifs pour les deux candidats, et c'est pour cela, comme je l'avais dit, Hillary va chasser les voix là où Trump a des partisans, c'est-à-dire dans les républiques que j'avais citées, la Floride, l'Ohio, le Nevada et la Caroline du Nord, sachant très bien que pour Obama, c'est surtout en Californie qu'il a eu le plus de voix concernant les élections de 2012. Alors, Obama avait réussi à créer une synergie entre les minorités, les femmes. Est-ce que cet héritage d'Obama, on peut dire qu'il est remis en cause aujourd'hui? Est-ce que Hillary Clinton peine à obtenir cette même synergie? La preuve, c'est de voir éventuellement la première dame, la First Lady, qui est actuellement, c'est elle qui est en campagne. Elle soutient, bien sûr, Elle a fait beaucoup de déclarations ces derniers temps. Vous pensez qu'elles peuvent être décisives? Je pense que ça veut dire qu'éventuellement, ce soutien est tout à fait nécessaire et qu'on en sent le besoin. Et c'est ce qui explique que quelque part, j'allais dire en fin de compte, cette dynamique dont avait bénéficié Obama, elle est un petit peu à sa fin. Elle touche à sa fin. Et ce qui fait que, par exemple, dans le cas de Mme Clinton, elle a bien entendu
énormément d'atouts en tant que technicienne, en tant qu'experte, avec ton passé, mais également, elle a un certain nombre de difficultés et de rapports, j'allais dire, avec l'électorat américain, c'est-à-dire en âge de voter, et ceux qui éventuellement ne voudraient pas voter ou ne souhaiteraient pas du tout prendre Pourquoi? part. Parce qu'elle représente l'establishment? Disons, cet establishment a été, j'allais dire, enfin, on nous dit beaucoup de choses. L'establishment, c'est les sénateurs, les députés, les attorneys, etc. En fin de compte, tous les dirigeants. Mais est-ce qu'il est possible de mettre tout, j'allais dire, dans le même panier? Mais ça, c'est une façon un petit peu trop généraliste. Lorsqu'on entend éventuellement un candidat le faire, c'est, disons, enfin, c'est pour éventuellement montrer que lui, il représente quelque chose de nouveau, quelque chose de neuf. Mais justement, est-ce que, parce qu'on parle beaucoup du phénomène Trump, c'est une formule que les médias internationaux évoquent beaucoup, mais est-ce que aussi la vraie surprise de cette campagne, ce n'est pas aussi la figure de Bernie Sanders, qui est beaucoup plus à gauche sur l'échiquier politique que Hillary Clinton, et qui a peut-être représenté justement, qui aurait pu représenter une rupture? Est-ce que la vraie nouveauté dans ces élections, c'est pas celui qu'on ne voit plus, Bernie Sanders? Ce sont deux extrêmes quand même entre M. Trump et M. Sanders. M. Sanders représente, comme vous imaginez, un petit peu la voie social-démocrate aux États-Unis, hein, au XXIe siècle. Bien, il parle d'un certain nombre de choses tout à fait cohérentes, tout à fait intéressantes, mais il y a beaucoup d'idéalisme, de l'utopisme également. C'est tant Vous ne mieux. le pensez pas pragmatique? Et je dis, en fin de compte, la preuve, c'est qu'il a des soutiens énormément parmi la jeunesse. Absolument. Et ça, c'est extraordinaire. Qui ne reporte pas forcément ses voix, Donc, d'ailleurs, ce qui sur fait, Hillary et Clinton. en plus, des fois, c'est cette jeunesse qui ne prend même pas part au vote. Alors, donc, c'est dire quand même que cet élan il existe, mais j'allais dire, en fin de compte, et ça montre simplement que d'une certaine manière, c'est ça qui alimentera quelque peu un programme qui reste quand même un peu pas tout à fait développé, disons, de la candidate. Vous évoquez les programmes, on y revient dans un instant. On fait une courte pause, Monsieur Wallalo, et on revient avec la question des programmes des candidats. Restez sur Média, à tout de suite. De retour sur le plateau du débrief avec nos invités. On continue la discussion sur les élections américaines qui se tiendront dans 2 semaines. Monsieur Wallalo, juste avant la pause, on évoquait le programme des candidats, mais vous vouliez d'abord rebondir sur le système américain en lui-même et ce bipartisme qui existe aux États-Unis. Oui, c'est très important pour comprendre ce système électoral complexe comme ça a été dit, qui est basé sur le vote des grands électeurs. C'est un collège de 538 délégués choisis au niveau des États. Donc c'est un système indirect, mais aussi c'est un système qui est basé sur le bipolarisme, c'est-à-dire 2 partis dominants, républicains et démocrates, 2 candidats républicains et démocrates d'un côté. Donc il n'y a pas de place pour un 3e parti. C'est ce que réclament les jeunes, et puis la société américaine, elle évolue. Elle évolue en fonction de ce qui s'est passé au niveau mondial pour les droits de l'homme, pour donner la parole à tout le monde et pour essayer de changer ce système électoral. Déjà en 1969, la Chambre des députés a voté pour qu'il y ait un système direct et non pas indirect pour l'élection du président. Malheureusement, le Sénat était contre. Donc il n'y a pas eu. Mais ce débat n'est pas très présent dans la campagne électorale. C'est un débat qui est toujours d'actualité. À chaque fois qu'il y a une élection présidentielle, on parle qu'il faut changer ce système électoral. D'accord, il fait participer tous les États, mais il favorise les grands États, puisque le nombre des délégués est fonction de la taille des États, de leur population. Du nombre de députés et de sénateurs, mais aussi en fonction de la population de chaque État. Donc, ça favorise les États. Et même pour avoir un 3e parti, il faut des grands sous, comme on dit. Parce que la campagne électorale demande beaucoup d'argent. Déjà, pour les élections 2012, les 2 candidats
ont récupéré, si on peut dire, par des dons des citoyens et citoyennes, à peu près 12 milliards de dollars. Donc c'est très important pour avoir une campagne électorale. Donc ce n'est pas rien pour un troisième parti qui veut être au niveau de ces élections. C'est toujours les deux partis, malheureusement, alors qu'en Espagne, on avait évolué et pour sortir de ce bipolarisme, parti populaire d'un côté et pseudo-ouvrier de l'autre côté, c'est Podemos. Donc on attend un autre Podemos aux États-Unis pour dire qu'il faut quand même changer ce système électoral qui, pour pas mal de jeunes, est antidémocratique parce qu'il ne donne pas les chances à tout le monde et c'est un vote qui est indirect. Donc on attend la grande surprise le 8 janvier, le 8 novembre et puis le 20 janvier pour installer le nouveau président. Monsieur Germoni, vous êtes d'accord? Vous pensez que le système politique américain tel qu'il est peut être discuté? Je serais très nuancé. Le problème est tout à fait autre actuellement, enfin à mon humble avis. C'est que la grande problématique, c'est la participation. Et on cherche que, disons pour une bonne part, que tout le corps électoral qui suit. La preuve, c'est que vous avez eu, par exemple, le premier débat, c'était aux alentours de 84 millions qui ont suivi le débat. C'est quand même significatif. C'est un record. Significatif ce qui s'était passé enfin, à Cleveland. Donc c'est quand même très, très important et très significatif. Donc ça dépend de ce qui est en jeu. Donc les Américains agissent de la sorte. Et comme vous le savez, le système américain, il peut être complexe, mais quoi qu'il en soit, c'est qu'on peut participer dans un parti ou un autre sans aucun problème. Il n'y a pas à proprement parler, j'allais dire, tout ce formalisme. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'au niveau des primaires, cela se passe en New Hampshire, etc., de façon, j'allais dire, de façon tout à fait ouverte. Pourquoi? C'est pour essayer de chercher à ce que véritablement ça soit populaire, tout le monde puisse accéder. Alors donc, à proprement parler, est-ce qu'il doit y avoir, j'allais dire, d'autres structures, c'est quelque chose qui, m'a-t-il paru, n'est pas actuellement, j'allais dire, en jeu. Ce qui est en jeu, c'est davantage, est-ce que il y a des programmes à propos? Non, on n'en voit pas. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on sait qu'il y a un certain nombre de configurations qui sont représentées par les républicains et par les démocrates. Mais une fois au niveau du pouvoir, vous avez bien vu par exemple Obama qui a été élu et qui dans le deuxième mandat a été pratiquement dans la grande difficulté. Il n'a pu pratiquement prendre aucune mesure. Pourquoi? Parce que le Congrès lui était aliéné. Absolument. Alors donc, il faut quand même rester, j'allais dire, très raisonnable et situer les problèmes parce qu'il va y avoir d'ici 2 ans encore des élections de mi-mandat. Et donc, la majorité, c'est avec une majorité que le président devra éventuellement demain travailler. Alors, il se pourrait qu'elle soit de la tendance, j'allais dire, comme elle se peut, qu'elle ne le soit pas. Alors donc, vous aurez là, effectivement, d'autres tiraillements. Et donc, les grandes décisions qui ont été prises, que vis-à-vis de l'Iran, vis-à-vis de ceci, cela, peuvent être remises en question. Et c'est ça le drame. Mais c'est la démocratie américaine et il faut respecter. On y revient dans un instant sur ce que s'est engagé Donald Trump à faire en matière de politique internationale. Mais revenons sur cette question des programmes internes. Il a posé des propositions concernant notamment l'immigration, le fichage des musulmans, la fermeture des frontières pour eux, la construction de ce mur au Mexique. Vous pensez quoi de ces propositions sur l'immigration? C'est-à-dire que ce sont des attitudes d'abord qui ont été fortement réfléchies, parce que quand même, elles ont été débattues, elles ont été discutées sûrement. Mais est-ce qu'elles font le suffrage, j'allais dire, de tout le camp républicain? C'est à discuter. Mais vous pensez qu'il va trop loin pour son propre camp? Ce que je pense, c'est qu'actuellement, il y a très vraisemblablement une situation quand même difficile. Il y a une recherche de repli. On la sent un petit peu à une sorte d'isolationnisme et en même temps, en fin de compte, de protectionnisme, de faire retourner les fonctions, les petits travaux, les petites
j'allais dire, toutes les activités qui ont été, à un certain moment, à l'échelon international, on voudrait les faire revenir. Mais ce repli part de la peur. Et si vous permettez, je vous cite juste une citation de Trump lors du premier débat le 26 septembre dernier. Vous le voyez à l'écran. Dans nos villes, des Noirs, des Hispaniques vivent en enfer parce que c'est dangereux. Vous marchez dans la rue, on vous tire dessus. On a des gangs dans les rues et dans beaucoup de cas, ce sont des immigrés illégaux et ils ont des armes, ils tirent sur des gens. Nous devons être très forts, nous devons être vigilants. Cette culture de la peur, elle est nouvelle. Non, c'est-à-dire que c'est quand même, il y a un fait, c'est qu'il y a près de 12 millions qui sont sans papier. C'est quand même un chiffre qui n'est pas négligeable. Obama a essayé autant que possible de régler petit à petit, enfin, mais le Congrès a fermé. Et c'est ce qui fait que le problème est en suspens et il devra être réglé par le prochain Congrès et par les prochains Congrès. Donc ce qui fait qu'on passe constamment, d'une certaine manière, un petit peu la patate chaude. Mais le problème est là. Alors c'est pour ça qu'on peut se permettre qu'il y a ceci, il y a dans la rue, hein. Mais en fin de compte, la peur de l'étranger, mais alors que dans un pays qui est un pays d'immigration. Mais pourquoi ce discours de la peur peut marcher? Il y a une question qu'on n'a pas évoquée tout à l'heure quand on a parlé de la sociologie, entre guillemets, du vote dans ces élections. Les sondages montrent un clivage quand même entre les gens qui sont éduqués et qui ne le sont pas. Je vous lis un sondage. Monsieur Trump aurait 19 points d'avance chez les Blancs, alors c'est la terminologie qui est utilisée, Absolument. chez les Blancs sans diplôme universitaire, c'est-à-dire que 55% des Blancs non diplômés voteraient pour Donald Trump contre 36% pour Hillary Clinton. Hillary Clinton qui, elle, obtient le soutien de 52% des Blancs avec un niveau d'études supérieur et seulement 36% voteraient pour M. Trump. Donc on voit quand même que là, la question de l'éducation est un clivage majeur. Est-ce que c'est étonnant? Monsieur Germoni? C'est-à-dire que ce qu'il y a, et c'est ce qu'on observe, ou disons ce qu'on lit, lorsqu'on suit un petit peu les événements, c'est qu'il y a eu quand même une radicalisation, et cela depuis de ce qu'on a appelé un peu la mondialisation. Et il ne faut pas oublier quand même que les États-Unis, à l'instar d'autres régions du monde, sont passés quand même par une crise qui a été relativement assez dure, il y a bientôt 8 ou 9 ans. Mais il y a eu aussi, j'allais dire, des disparitions pratiquement de postes de travail, de responsabilités, donc de paie, de salaire, de revenus. Et ça, c'est ça, la couche moyenne, et c'est ça l'espoir, et c'est ce qu'on appelle le rêve américain. Or, ce sont autant de situations, vous vous rappelez, il y a des gens qui avaient même perdu leur logement. Pourquoi? Parce qu'il y a des banques qui ont été en crise, il y avait, j'allais dire, enfin, une sorte de panique. Une crise économique très forte. Crise hypothécaire, c'est-à-dire que les banques étaient pratiquement mises en faillite. Et Obama, il faut bien lui reconnaître quand même cela, il a été, j'allais dire, il a fait face à cette situation critique. Mais quoi qu'il en soit, il y a actuellement une sorte de peur. Malgré cet héritage d'Obama. Absolument, parce qu'il y a quand même si le chômage a été réduit, quoi qu'il en soit, mais même s'il a eu l'Obamacare, le système de santé aussi. On sent que véritablement, il y a des évolutions qui ne sont pas tout à fait à prendre avec, j'allais dire, un calme olympien. La preuve, c'est qu'au cours des 4 dernières années, je vous dis, l'essentiel des lois, des textes, aucun n'a pu passer. Donc c'est véritablement une production législative qui n'était pas tout à fait au profit du candidat d'Obama, qui lui avait gagné un 2e mandat. Alors dans ce qui fait que le répondant, et j'arrête par là, c'est que, regardez même par exemple les événements qui sont passés à Jefferson ou dans un certain nombre de villes, c'est la communauté afro-américaine au moment où il y a un président afro-américain. Et il y a encore de la violence à ce niveau-là. Donc rien n'a été réglé. Et on pensait que c'était déjà une histoire du passé. Or, les problèmes sont là. C'est pour ça ce que vous avez montré tout à l'heure. Tout le problème des armes qui circulent, qui sont en vente. Qui est aussi très clivant chez les candidats, puisque Donald Trump s'est dit opposé à toute loi pouvant restreindre alors, donc, le port d'armes. Comment voulez-vous, lorsqu'on démocrates. parle des armes, etc., ça veut dire, en fin de compte, ils sont en vente libre. Et de chaque période, en fin de compte, vous entendez qu'il y a eu tel ou tel événement et qui sont toujours de plus en plus terribles, j'allais dire, pour la société. Et donc, amplifiés par les médias, cela devient des événements
Et cela devient des Qui slogans. dicte la Et politique. ça devient des slogans électoraux. Monsieur Oualalou, vous voulez Je réagir? pense qu'il faut aussi rappeler la crise économique et financière de 2008-2009 qui a eu un impact très important sur le marché du travail. Un taux de chômage inquiétant à l'époque qui s'est réduit d'année en année, bien sûr, grâce à certaines mesures prises par le président Obama. Il y a eu aussi cette classe moyenne qui a subi vraiment les conséquences néfastes de cette crise financière avec les produits toxiques dont on parle au niveau des banques. Et je pense qu'il est vrai que les jeunes étaient les premières victimes de cette crise économique. Et bien sûr, les deux candidats jouent sur le social. Hillary Clinton, très attachée au volet social, elle est contre les inégalités sociales et économiques, elle est contre le racisme. Elle est pour la parité. Elle est pour les droits des femmes. Elle veut encourager les jeunes à aller dans les universités avec bien sûr des bourses consistantes. Alors que Trump, il s'est focalisé sur la peur. La peur, l'immigration clandestine, les 11 ou 12 millions de migrants clandestins. Venus surtout du Mexique, et c'est pour cela qu'il propose la construction d'un mur entre les États-Unis et le Mexique. Toujours lier le migrant avec le trafic de drogue. Et donc ça, c'est très important pour le citoyen moyen, l'Américain moyen qui a peur de cet étranger. C'est ce qu'on a remarqué en France avec le parti d'extrême droite de Le Pen. Et ce n'est pas par hasard que Mme Le Pen est solidaire avec M. Trump sur ce point d'immigration. Et à chaque fois, on peut parler et exploiter ce phénomène d'immigration pour avoir plus de voix, surtout au niveau de la classe moyenne. Moi, j'avais noté une dizaine de désaccords entre les deux candidats. Si vous voulez qu'on peut les rappeler. D'abord, l'immigration clandestine, on en a parlé. Les changements climatiques, tiens. Oui, absolument. Autant que Mme Clinton est pour l'accord de Paris qui a été ratifié dernièrement de COP 21 de décembre dernier, autant M. Trump, il est pour le rejet de cet accord et il nie qu'il y a des changements climatiques dans le monde. Oui, alors lors du premier débat, juste pour... C'est un problème chinois et non pas un problème... Voilà, alors pour le citer très précisément, c'est Hillary Clinton qui, lors du premier débat à New York le 26 septembre, a dit, je la cite, Donald Trump pense que le changement climatique est un canular monté par les Chinois. Je pense que c'est très réel. Il est très important qu'on se saisisse de ce problème, tant chez nous qu'à l'étranger. Donc oui, sur le changement climatique, il y a eu aussi beaucoup de divergences. En plus, il y a cette histoire de fiscalité. Autant que Mme Clinton veut réduire les impôts pour les classes défavorisées, autant M. Trump voudrait ne pas augmenter les impôts pour les populations riches. Donc on voit quand même et puis aussi la différence entre sur le soutien aux petites entreprises. Entre un candidat républicain attaché à la propriété privée, à l'accumulation des richesses, au rêve américain et de soutenir les multinationales et la politique de l'armement, etc. Autant Mme Clinton, démocrate, bien sûr avec un penchant vers le social, vers une certaine politique sociale en faveur des immigrés, en faveur des défavorisés, des pauvres. Et c'est pour cela que la bataille au niveau de l'assurance maladie, qui a été gagnée par Obama, avec bien sûr le désaccord qu'il a eu avec le Congrès, qui était contre cette assurance maladie pour 43 millions d'Américains qui sont privés de cette assurance maladie. Et ça, c'est un point positif pour Obama, mais aussi pour le Parti démocrate. Et c'est pour cela que Hillary Clinton va vraiment avoir des voix de cette frange défavorisée. Absolument. Alors, comme il nous reste juste 5 minutes, on va passer à la géopolitique. Mais pour résumer ce que vous venez de dire sur la césure, les lignes de fracture entre les deux candidats, c'est Ken Bone, un électeur, lors du deuxième débat du 9 octobre, qui est un électeur indécis et qui a dit ceci: il pense que Donald Trump défendra mieux son job,
à lui, mais que Hillary Clinton sera meilleure pour l'Amérique. Et il a dit, je cite, « Je dois choisir entre mon intérêt personnel et le bien commun ». C'est peut-être Qui est-ce qui a dit ça? Un jeune électeur indécis qui était dans le public Très lors bien. du deuxième débat du 9 octobre. Et il a dit, je dois choisir entre mon intérêt personnel et le bien commun. C'est peut-être ça finalement qui résume ces élections. Oui. Il nous reste 5 minutes pour évoquer les conséquences en termes géopolitiques. La question de la Russie a été centrale tout au long de cette campagne. Elle a fait l'objet de frictions et de propos très tendus entre les deux candidats lors du dernier débat. Monsieur Oualalou. Madame Clinton a dit que Monsieur Trump est une marionnette de Poutine. Et ce qui a poussé M. Trump à dire qu'il faut qu'il y ait une alliance forte entre les États-Unis et la Russie, contre la Chine bien sûr, sur le plan du commerce extérieur et au niveau des relations États-Unis et Asie. Bien sûr, au niveau de la géopolitique, je ne pense pas qu'il serait d'un analyste de géopolitique de dire qu'il y aura des changements. Loin de là, la politique étrangère est une constante aux États-Unis, avec une petite retouche de Obama et du Parti démocrate, une politique étrangère pragmatique, non intervention dans les pays comme ça a été fait lors du règne de Bush. Intervention en Afghanistan, intervention en Irak en 2003, et que les États-Unis, bien qu'ils soient engagés dans la lutte contre le terrorisme international, voudraient qu'il y ait cette lutte, mais pas de soldats au sol. Voilà, mais vous dites qu'il ne peut pas y avoir de changement majeur. Néanmoins, Donald Trump a clairement annoncé la couleur. Je le cite encore une fois, c'est le premier débat du 26 septembre à New York, où il dit concernant donc les alliances internationales, vous pouvez le voir à l'écran, je veux bien aider tous nos alliés, mais nous perdons des milliards et des milliards de dollars. Nous ne pouvons pas être les gendarmes du monde. Nous ne pouvons pas protéger les pays partout dans le monde quand ils ne nous payent pas ce qu'il faut. Est-ce que ça ne laisse pas quand même augurer d'un changement radical dans l'attitude de ceux qu'on appelle le gendarme du monde? Monsieur Jarmouni. C'est un point de vue qui est tout à fait, j'allais dire, fréquent et qui est développé au niveau du Congrès. C'est-à-dire qu'on réalise, l'Amérique, les États-Unis ne peuvent pas supporter, j'allais dire, le poids de tout ce qui se passe et de toutes les interventions. Même au Proche-Orient, où ils ont quand même joué un rôle majeur dans l'intervention en Irak, mais c'est une problématique qui a fait que toujours il y a eu deux écoles, les isolationnistes et ceux qui voudraient éventuellement les interventionnistes. Et donc, mais M. Trump peut être à la fois dans les deux. Il voudrait quand même intervenir, éventuellement montrer, donner des leçons, etc. Et en même temps, il voudrait que les autres payent. Le mur, il soit fait par les Mexicains, construit par les Mexicains. Les batailles éventuelles ou les interventions qu'il y aurait à l'avenir devraient l'être également par les concernés ou par les bénéficiaires. Donc, vous voyez, un petit peu, c'est du commerce, ça va devenir du business. Or, la puissance américaine c'est une puissance, la puissance mondiale actuellement, et il y a des enjeux, disons davantage au niveau du Pacifique, au niveau du Moyen-Orient, mais d'une autre manière et d'une autre façon qu'avant. Un dernier petit mot, il nous reste 30 secondes, Monsieur Oualalou, je suis désolée. Sur l'accord iranien, on l'a évoqué plusieurs fois lors de notre discussion, Donald Trump s'est engagé à revenir sur cet accord historique, avalisé par le président sortant. Est-ce que vous pensez qu'il peut le faire? Je pense, si on rappelle les positions de Trump sur la question palestinienne. Il est pour Jérusalem comme capitale indivisible de l'État juif et il parle de cette alliance stratégique avec Israël. C'est un accord militaire qui a été renouvelé en septembre dernier. Et c'est cela qui dicterait son attitude sur l'accord iranien. Et c'est pour cela qu'il est contre l'accord nucléaire avec l'Iran, sachant très bien que Israël et Netanyahou étaient contre cet accord signé entre les États-Unis et l'Iran, et dire que les rapports de force vont changer en faveur de l'Iran, des chiites contre les sunnites, et c'est ça le grand débat au niveau du Moyen-Orient.
Toujours est-il que les États-Unis, depuis le mandat de Obama 2 surtout, il s'est engagé vers l'Asie au détriment du Moyen-Orient, mais tout en restant, bien sûr, le maître de toute la stratégie militaire et diplomatique au niveau du Moyen-Orient. C'est pour cela qu'il est à l'avant-garde de la lutte contre le terrorisme international, que ce soit en Syrie ou en Iran, ou en Irak, ou au Yémen, etc. Merci beaucoup, Monsieur Ouelelou. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On aura l'occasion de revenir sur tous ces sujets dans 15 jours après les élections américaines. Merci à tous de nous avoir suivis. Restez sur Média TV. Nous, avec toute l'équipe, on vous donne rendez-vous mercredi pour un nouveau débrief. Très bonne soirée à tous.